Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission Justice, Démocratie. Amis téléspectateurs, toute démocratie marche, manifeste, communique, dialogue, l'objectif étant de promouvoir la paix et la quiétude sociale. C'est au nom de ce credo, amis téléspectateurs, que l'émission Justice et Démocratie a cru devoir recevoir au plateau de la télévision nationale l'honorable Seydou Yaya Bari. Il est député de l'UFR à l'Assemblée nationale. Toujours à ma droite, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le général Bourema Condé. À ma gauche, vous avez M. Mohamed de Béreté, précisément. Il est du Bureau national des cadres du RPG. Avec ces trois invités, amis téléspectateurs, nous allons tenter de cerner la question importante de la gestion de la crise politique dans notre pays, la République de Guinée. Très chers invités, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors donc, je vais juste commencer par monsieur le ministre de l'Administration du territoire, qui parle d'administration du territoire, parle de sécurité, parle d'insécurité, parle d'élection, parle de déconcentration, parle de décentralisation. Alors, il y a donc, monsieur le ministre, que vous êtes aujourd'hui l'architecte de la gestion de cette situation que nous sommes en train de vivre dans cette période préélectorale. Alors, votre approche, je voudrais dans un premier temps vous demander qu'est-ce que vous ambitionnez en 1 minute pour la Guinée. Merci, M. Djibril. Vous me demandez d'exprimer en 1 minute ce que j'ambitionne pour la Guinée. Je vais m'efforcer de le faire en 1 minute. J'ambitionne pour la Guinée, mon pays, notre pays, une Guinée unie, une Guinée solidaire, une Guinée entièrement tournée vers son destin commun. Voilà ce que j'ambitionne pour la Guinée. Honorable Seydou Yaya, au niveau de l'UFR, qu'est-ce que vous ambitionnez juste pour la Guinée? En fait, c'est juste la raison de la création de l'UFR. Nous avons pensé que les Guinéens peuvent vivre ensemble, et raison pour laquelle nous avons créé un parti politique qui tient compte de toutes les ethnies dans le pays, et c'est un parti qui veut dire un parti transversal et qui veut mettre les Guinéens ensemble pour qu'on regarde vers le même destin, pour que la Guinée marche à merveille. Voilà la raison. Merci, monsieur. Au niveau du RPG, qu'est-ce qu'on ambitionne pour la Guinée? Nous ambitionnons essentiellement 2 choses. Une Guinée unie, une Guinée prospère. Une Guinée unie qui signifie pour nous qu'il n'y ait pas de distinction de race, d'ethnie, de religion, d'appartenance politique, quand bien même chaque parti politique a une vision, celle de faire valoir les intérêts supérieurs de la communauté guinéenne dans son ensemble. Donc que dans la diversité de vues, que nous nous acceptions, que nous nous comprenions et que nous nous donnions la main pour conjuguer nos efforts afin d'atteindre le même objectif que nous nous sommes fixés. Une Guinée pacifiée, qui signifie tout simplement pour nous que chaque fois qu'il y a un problème qui s'oppose à nous, Guinéens, de différents bords, que le meilleur moyen de régler ce problème est de se mettre autour d'une table. D'accord. Voilà. Donc, il y a un dénominateur commun qui se dégage, n'est-ce pas, de toutes vos interventions, c'est une Guinée unie. Alors, pourquoi, alors que vous avez tous les mêmes objectifs, l'unité de la Guinée, pourquoi aujourd'hui il y a une turbulence dans le pays? Il y a, à mon avis, une espèce de psychose, au point qu'on a l'impression que vous n'aviez pas les mêmes objectifs, les mêmes visées, c'est-à-dire une Guinée unie et prospère. Pourquoi justement cette turbulence? Je vais commencer par chacun parle de Guinée unie. Mais les bases d'une Guinée unie, ce sont des règles et des principes que nous mettons en place afin que chacun respecte ces règles et ces principes. Nous avons une démocratie qui, nous disons, en 2010, élu le président de la République. Et dans les conditions normales, les cycles des élections qui doivent se tenir pendant la mandature du chef de l'État, toutes ces élections doivent normalement se tenir. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons du respect de la Constitution et des règles qui régissent la République de Guinée. On s'était dit que 6 mois après les élections présidentielles, on allait organiser les élections législatives. Il a fallu que les Guinéens marchent, l'opposition marche pendant près de 2 ans pour obtenir enfin une élection législative. Au jour d'aujourd'hui, nous nous battons pour qu'il y ait des élections communales. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne doit normalement même pas faire, il ne doit pas avoir débat. Ça devait être coulé de source
qu'aujourd'hui, les élections communales doivent se tenir normalement pour renouveler les mairies qui sont là depuis 10 ans. Nous parlons de cela. Nous pensons que les Guinéens, si nous pensons Guinée ensemble, nous devons respecter les règles et les principes qui régissent une Guinée démocratique afin que le pays puisse marcher sur des roulettes. Bien. Voilà. Monsieur Berete. Oui, moi je pense qu'il y a une grande incompréhension quant à la manière de gérer la chose publique et de conduire les affaires politiques. L'opposition pense que c'est à coup de force qu'on peut évoluer. Non, ce n'est pas à coup de force ni à coup de contestation, c'est beaucoup plus dans le dialogue constructif que nous pouvons évoluer et avoir ce que nous ambitionnons pour ce peuple de Guinée. Ce n'est pas parce que l'opposition a pris la rue qu'il y a eu les élections législatives. Les élections législatives ont retardé, tout le monde était là, on a vécu, c'est que les conditions simplement pour y aller n'étaient pas réunies et qu'il fallait aller au coup par coup pour les réunir afin d'y aller. Les élections communales sont beaucoup plus compliquées qu'on le pense. Les gens les alignent sur les élections nationales, que sont l'élection présidentielle et les élections législatives. Les élections locales ont leurs particularités. D'abord, les élections nationales n'impliquent que les seuls partis politiques qui peuvent y présenter les candidats. Aux élections locales, ce n'est pas l'apanage des seuls partis politiques. Donc si les partis pensent que c'est leur seul apanage, ils ont tout fait, allez-y voir les textes, et de façon incidente, les initiatives privées également peuvent... Bon, sur la question, M. Berete, est-ce qu'effectivement il y avait une chronologie possible pour la tenue de ces élections? La CENI certainement a dû travailler, et puis la CENI a travaillé à élaborer un chronogramme pour la tenue de ces élections. Et dans la mise en œuvre de ce chronogramme, il y a eu des impératifs qui sont venus bouleverser complètement l'ordre des choses. On a été confronté d'abord à Ebola, on a été confronté à beaucoup d'autres problèmes, d'autres ordres, et qui sont venus vraiment se greffer aux préoccupations qui sont celles de buter hors de ce territoire Ebola et de prendre en main les choses de la manière la plus sérieuse afin d'assurer la gouvernance sans que nous ne soyons dans l'illégalité. Quand il y a deux impératifs qui se posent, il faut, quand on est confronté à deux mots, on choisit le moindre. Les deux élections sont venues maintenant, sont arrivées à peu près au même moment, tel que la CENI l'avait prévu. La CENI a prévu, et je vais en venir sur les lacunes également de la prévision de la CENI, parce qu'il y a certaines dimensions qui n'ont pas été prises en compte en programmant justement les élections communales, et qui ont été programmées par la CENI dans un premier temps en disant que c'était tenable, et à Ebola est venu se mêler, donc ça nous a fait perdre un temps. Et nous sommes vus heurtés à des obstacles, et il y a la préoccupation maintenant de renouveler le mandat du président qui, constitutionnellement, est complètement enfermé dans un délai au risque de se voir sans tête au sommet de l'État, sans pouvoir légitime et légal au sommet de l'État, parce que le mandat du président de la République, lorsqu'il est échu, nous entrons dans une phase extrêmement compliquée et difficilement gérable. Il y a eu Ebola, il y a aussi qu'il y a eu... Il y a d'autres conditions techniques. Vous en voulez aussi à la CENI par rapport Non, je n'en veux pas à la CENI. Certainement, son analyse n'a pas atteint ces aspects, ces autres aspects que je vais maintenant devoir déballer. Ok, il y a le ministre de l'administration du territoire est là. Monsieur le ministre, vous êtes l'architecte justement, un des architectes justement de la gestion de la chose politique en Guinée, en tout cas en matière électorale. Alors vous avez entendu l'honorable député, vous avez suivi le représentant du RPG. Quelle lecture faites-vous justement de la responsabilité gouvernementale dont vous incarnez, même si vous venez d'arriver, mais il y a ce qu'on appelle la continuité de l'administration et la continuité de l'État? Absolument. Alors, ce que je vais dire, pour revenir d'abord sur votre mot, ministère de l'administration du territoire, architecte, non. Je crois que la barre est mise un peu haut. Nous sommes un partenaire technique de la CENI en termes d'élection. Mais vous faites partie quand même des architectes? Non, nous faisons partie des architectes en tant que partenaire technique. Ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas lieu, comme l'a dit l'honorable Barry tout de suite, il n'y a pas lieu, en ce que je sache, que l'on en vienne à des manifestations pour aboutir à ce que l'on aurait pu aboutir sans qu'on aille à des manifestations. C'est un respectable honorable que j'ai ici à ma gauche, donc il siège à l'Assemblée nationale. Les citoyennes et les citoyens guinéens ont élu l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse discuter des problèmes qui assaillent la nation. Et en fait,
les élections sont un des problèmes majeurs de ce pays. Un maillon important. C'est un maillon important. Alors, je pense que la meilleure des choses, c'est que les Guinéens se retrouvent, ils se donnent la main. Un chronogramme, il est conçu par des hommes. Une date d'élection est constitutionnelle pour certaines, telle que l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui serait mieux à mon entendement? Encore qu'une fois, qu'on fasse prévaloir le dialogue, parce qu'il est incontournable. Absolument incontournable. Que donc de nous éloigner du chemin pour revenir ensuite à ce chemin, autant l'emprunter dès le départ. Voilà un peu l'analyse que je tire, n'est-ce pas, du RPG et du représentant de l'UFR ici. Bon, il se trouve qu'il y a, à mon avis, à l'heure, une crise de confiance, un manque de confiance entre les partenaires politiques, surtout autour des précédents dialogues, parce que je comprends, monsieur le ministre, vous êtes justement très enclin au dialogue, n'est-ce pas, comme solution par rapport à la crise, mais il y a une crise de confiance. J'ai comme l'impression. Est-ce que c'est l'avis de l'honorable? Oui, bien sûr que c'est l'avis. Il faut reconnaître que j'entends mon frère Bérété parler des conditions qui nous amènent à retarder les élections. Ça n'a pas lieu. Nous sommes dans une démocratie. Il y a des échéances qui sont prévues pour faire organiser des élections. Le président de la République a juré de respecter, de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il doit s'inscrire dans ce cadre-là pour faire en sorte que toute élection qui arrive, un mandat échu, un mandat est renouvelé. Et cela rentre dans le cadre de l'organisation même de l'État. Et on n'a pas besoin même de discuter ou d'aller au dialogue pour qu'une élection se tienne. Nous devons faire en sorte que ça se tienne à temps, à date, pour que la Guinée puisse évoluer et se tourner vers d'autres. À temps et à date, est-ce que, par exemple, l'élection du président de la République est telle que prévue par la CENI, c'est dans le dernier trimestre, justement, de la fin de sa législature. Est-ce qu'il y a une inconformité, vous pensez? Non, je ne parle pas des élections présidentielles, je parle de toutes les élections en République guinéenne, notamment les élections législatives qui sont venues en retard dans notre pays, qui devaient se tenir à 6 mois, et les élections communales qui devaient se tenir malgré la violation flagrante des détenteurs de l'exécutif aujourd'hui en mettant en place des délégations spéciales qui n'ont pas suivi la procédure judiciaire normale pour arriver à installer ces délégations spéciales. Mais si une délégation spéciale est installée, le code électoral est clair là-dessus, il est installé pour 3 mois, renouvelable une fois, donc 6 mois. Passé ce délai, il va de soi que nous devons fortement nous mobiliser pour organiser les élections afin de permettre à la localité d'avoir un responsable légitime et légal pour gérer la chose de la cité. Par rapport à la question, justement, quand on commence par les législatives, alors par la présidentielle, qu'est-ce qui gêne si, à partir du moment où toutes les parties, il n'y a pas d'exclusion, c'est-à-dire que les partis doivent compétir, à mon avis, au même pied d'égalité, ou bien vous pensez qu'il y a des suspicions? La crise de confiance vient d'où? Oui, nous avons vu pendant les élections législatives le rôle qu'a joué les délégations spéciales et les chefs de quartier dans la détention du matériel électoral et la distribution des cartes électeurs en République de Guinée. Nous avons vu cela parce que nous avons assisté à des cartes électeurs qui ont disparu et qui ont été jetées dans des poubelles à Conakry. On ne peut pas le nier. Nous avons vu qu'aujourd'hui la CENI dans son démembrement n'a pas un local où il doit installer. Et on est obligé. Le bureau de vote, c'est chez le chef de quartier. Les représentants de la CENI n'ont pas de local au niveau de la commune. Au niveau de la commune, c'est à la mairie. Nous avons vu comment l'administration locale s'est impliquée dans la gestion de cette élection, notamment à Kalou, où des camions avec le ministre... Est-ce que vous avez engagé des procédures et qui ont été... Bien sûr que nous avons... Vous avez vu, c'est que la Cour suprême qui nous dit... La Cour suprême nous a dit qu'elle est incapable de statuer sur... Incompétence et incapacité. C'est la même chose. Incompétence et incapacité, c'est la même chose. Elle est incompétente pour régler les problèmes qu'on a posés, qu'on a porté des plaintes.
Mais malheureusement, ça. Donc, pour des raisons. Donc, le peuple Vous savez, le problème fondamental que nous avons, M. Bourama Kollé ne peut pas l'oublier, parce qu'il a été sous-préfet à Banankoro. Il a été sous-préfet, préfet, gouverneur. En Afrique et de chez nous, quand tu es chef quelque part, tu as le droit de vie, par exemple, et de mort, généralement, sur les citoyens de la localité. C'est ça le danger. Nous voulons amener autrefois, jusqu'à maintenant. Non, je vous dis, c'est le système qui continue aujourd'hui. Un chef de quartier, un chef de district est tout un responsable dans son coin. Un chef de quartier ou un président de CRD, c'est tout un responsable dans sa localité. Il est important que, comme c'est des conseils communaux, et que toutes les parties se retrouvent à l'intérieur du pays, s'il y a délibération, chaque partie... Donc vous avez pas de crainte qu'il y ait des manipulations, n'est-ce pas? Mais forcément, il y en a des manipulations. C'est la raison qui amène le pouvoir en place. D'accord, on va essayer justement. Est-ce que vous avez des réactions avant que je ne vienne sur le ministre? Oui. Je pense que M. Sekouya est en train de dire des choses auxquelles il ne peut apporter aucune preuve. Oui, mais quels sont vos éléments d'appréciation? Oui, mes éléments d'appréciation sont simples. La loi a indiqué, le Code des collectivités décentralisées, la possibilité de mettre effectivement en place des délégations spéciales. Oui. Ces délégations spéciales ont été mises en place et en attendant donc l'organisation de prochaines élections locales, les délégations spéciales demeurent. Si, attendez, j'en viens. Allez-y. C'est-à-dire le mandat est renouvelable une seule fois. Si on l'a renouvelé une seule fois et le second mandat vient à échéance, qu'est-ce qu'on fait avant l'élection? Parce que le mode normal de mise en place des organes locaux, c'est l'élection. Donc en attendant que quand on dit l'État, ce n'est pas l'administration. L'administration n'organise pas les élections en République de Guinée, c'est la CENI. Je suis formel là-dessus. La loi a fait de la CENI l'institution qui organise l'ensemble des élections sur le territoire national. Mais avec un partenaire technique qui accompagne la CENI. Donc il appartient à la CENI de prendre des initiatives. Si les élections ne sont pas organisées à temps, on ne peut pas imputer la responsabilité à l'administration. Je suis désolé. Attendez, j'en viens, M. Guilhem. Donc ces délégations spéciales, qu'on les dénonce. Il y en a combien sur l'ensemble du territoire, sur les 300 et quelques communes urbaines et rurales en République guinéenne? Il y a combien de délégations spéciales? Il n'y en a pas plus de 10. D'accord? Il n'y en a pas plus de 10. Mais quand vous prenez même cette délégation spéciale-là, sur l'essentiel de ces délégations spéciales, là où on a organisé les élections législatives, qui a remporté? C'est le parti au pouvoir ou l'opposition? C'est l'opposition qui a remporté partout. Donc je m'inscris en faux. Je dis à n'importe qui qu'au regard de la loi, s'il va sur les arguments de fait, je ne peux pas le dénier, mais tous les arguments de droit montrent à travers les différentes lois qui nous régissent, notamment le code électoral, que la commune n'a aucune responsabilité dans la gestion du processus électoral. Oui, absolument pas. Oui, mais d'accord. Est-ce que quand même vous niez ou bien vous approuvez le fait que ces délégations spéciales, leur mandat soit échu? Oui, le mandat est échu. Maintenant, pour le renouveler dans les conditions normales, le parallélisme des formes oblige, soit le mode royal de leur renouvellement, c'est l'élection. Et cette élection doit se faire sur l'ensemble du territoire national, les élections communales. On ne peut pas les organiser à l'intention de quelques communes en laissant les autres. Non, au niveau de la mouvance, pourquoi vous n'êtes pas inscrit dans cette dynamique ou peut-être, n'est-ce pas, épouser même la démarche de l'opposition pour demander à la CENI de se conformer à la loi dans le cadre de la construction de l'État de droit? Ce que nous nous sommes dit, c'est que le renouvellement doit être systématique. Nous ne visons pas dans notre démarche que les seules délégations spéciales, nous visons le renouvellement de l'ensemble des communes, des conseils communaux de la République, y compris donc ces délégations spéciales. Donc c'est un mouvement d'ensemble que nous envisageons d'engager. Mais encore une fois, le retard que nous avons connu dans l'organisation des différentes élections n'est nullement imputable au gouvernement. La CENI prend des initiatives, il y a des impondérables qui pointent à l'horizon et qui retardent les élections. Ces impondérables, c'est quoi? Par exemple, pour l'organisation des élections législatives en République de Guinée, nous avons vu quelle tracasserie l'opposition a soumis, effectivement, en demandant par exemple le renouvellement systématique de la CENI. Cette question de renouvellement de la CENI, et ils ont dévoyé l'opérateur technique, remarque. Donc ce débat-là nous a enlisé dans le débat pour le renouvellement, l'obtention du renouvellement de la CENI. Ils ont dit de renouveler la CENI parce que la configuration de la CENI ne leur paraissait plus conforme à l'idéal qui a prévalu à sa mise en place. C'est-à-dire, ils estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment bien représentés et qu'il fallait donc reprendre compte tenu de la nouvelle configuration politique. Donc ça nous a enlisé vraiment dans un débat stérile et qui nous a fait perdre du temps. Aussi, l'opérateur Wemark
l'opérateur international et puis son correspondant Sabari sur le terrain ont fait l'objet de beaucoup de contestations. Oui, ça, il y a eu des accords justement qui ont été exécutés. Voilà, c'est la négociation pour l'obtention de ces accords qui justifie le retard. Alors donc, monsieur le ministre, vous êtes interpellé sur la question, puisque si, je l'ai dit à l'entame de cette émission, que qui parle de décentralisation et de déconcentration parle du ministère de l'administration du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui gérez ce secteur, vous êtes d'accord avec l'honorable, peut-être, d'accord ou pas, que, n'est-ce pas, ces délégations spéciales ou alors ces préfets et tout ce que cela comporte peuvent influencer, n'est-ce pas, positivement ou négativement les échéances? Je ne suis nullement pas d'accord et je vais commencer par le prendre à son mot. D'accord. Parce qu'il a dit qu'il y a eu tripatouillage dans les communes de Conakry, les militaires sont intervenus, les maires sont intervenus, mais le résultat, il devrait tirer le chapeau à tous ceux qui sont intervenus parce que finalement c'est l'opposition qui a gagné les élections dans ces communes où tout le monde a lutté contre l'UFR, comme il le dit. Donc, c'est pour prouver que les délégations spéciales ne peuvent en rien, les mairies ne peuvent en rien influencer le résultat des élections. En rien. Et quand l'honorable dit que les délégations spéciales sont installées de façon anarchique, illégale, non. Une délégation spéciale intervient dans la mesure où le conseil communal mis en place a été audité et des défaillances ont été décelées dans sa gestion. Parce que nous n'oublions pas, les ressources ou les biens d'un conseil communal sont la propriété de la communauté. Quand l'on se rend compte, la tutelle se rend compte, cette tutelle-là, c'est le département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Quand vous vous rendez compte alors? Alors, quand nous nous rendons compte, parce qu'au niveau, par exemple, d'une commune rurale, vous avez la tutelle qui est assumée par monsieur le sous-préfet. Au niveau d'une commune urbaine, vous avez la tutelle qui est assurée par le préfet. C'est sur proposition de monsieur les préfets ou de monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, lorsqu'une défaillance de gestion est décelée au niveau d'un conseil communal, qu'un arrêté du ministre est pris pour remplacer en attendant, puisque les élections... C'est la question, monsieur le ministre, les gens ne contestent pas la façon dont ces délégations spéciales ont été mises en place. Non, la façon dont je conteste. La contestation, enfin, le débat, je pense, aujourd'hui, c'est leur légalité après justement l'échéance. J'ai comme l'impression que c'est la question qui est la plus usitée en tout cas. Voilà. Ce n'est pas en amont, mais plutôt en aval. On estime aujourd'hui... Pour ce qui est de la légalité, c'est la Constitution qui prévoit qu'il en soit ainsi quand une défaillance est perçue dans le fonctionnement en termes de gestion d'une collectivité locale. Ça, c'est la loi qui le prévoit. On ne peut donc pas contester la légalité de cette disposition. Pour ce qui est de l'échéance des mandats, monsieur l'honorable l'a stigmatisé fort bien à point. Une délégation spéciale est installée dans les conditions que je viens de décrire tout de suite là, pour 3 mois renouvelables, ce qui fait un mandat de 6 mois. Mais dites-vous, monsieur Djibril, que les délégations spéciales dont il est question, et d'ailleurs, les conseils que nous avons en Guinée aujourd'hui, au niveau du monde rural et des zones urbaines, ont été mis en place en 2005. Quand le professeur Alpha Condé prêtait serment, l'échéance de mandat était déjà là. Ne l'oublions pas. Et généralement, il n'était pas aux affaires en 2005, monsieur le président. Donc vous avez hérité... Je dis tout simplement, il n'était pas aux affaires. D'accord. C'est d'autres qui l'assumaient. Oui. Et il était dans le programme du gouvernement de passer aux élections, c'est normal. Quoique le maître d'œuvre en la matière soit la CENI. Mais le respect de toutes les dispositions légales étant une prise de position du gouvernement, le jeu devrait donc être ouvert pour qu'on y aille. Mais entre-temps, M. Djibril, et tout de suite l'honorable l'a dit, entre-temps, on a déclenché des mouvements. Il a dit qu'il a fallu qu'on aille dans la rue, il a fallu qu'on fasse des manifestations pour qu'on soit aux législatives. Si bien que, et c'est encore l'occasion pour moi de revenir à ma première phrase autour de votre table, si bien que des choses qu'on aurait pu obtenir sans coup férir, eh bien, les marches de rue, les mouvements de troubles
ont empêché leur exécution. Alors, il me plaît donc d'apporter cette précision. Deuxièmement, les communes en Guinée, rurales et urbaines, sont au nombre de 342. Communes urbaines et rurales. Vous en avez 28 en tout qui sont aujourd'hui des délégations spéciales. C'est 8% de l'effectif des communes. Retenons également que et l'opposition et le parti au pouvoir ont encore, aussi bien dans les délégations spéciales que dans les structures caduques de 2005, les représentants. Je suis désolé. Voilà. Bon, d'accord, monsieur le ministre, ma question, maintenant vous qui êtes le ministre en charge de l'administration du territoire, et vous êtes justement au centre des débats, comment est-ce possible d'organiser des élections sans pour autant que, n'est-ce pas, c'est la crainte de l'opposition de voir justement participer de façon active à la manipulation, comme elle le dit, l'opposition, justement, soit une réalité. Comment est-ce qu'il faut empêcher, parce que vous êtes légaliste, vous l'avez dit, est-ce que c'est possible d'organiser, n'est-ce pas, des élections sans pour autant qu'il y ait immixtion, par exemple, je vous renvoie immédiatement aux dispositions de la CENI par rapport au scrutin électoral en Guinée. Quand une élection est programmée et organisée, ce n'est pas seulement un parti qui est présent dans les bureaux de vote, c'est tous les partis qui sont présents. Opposition comme mouvance. Il y a la représentation de la justice qui est là, membre du bureau. Alors, je ne vois pas en quoi quelqu'un peut influencer ce dispositif pendant que M. Barry a son représentant assis comme nous le sommes maintenant autour du bureau. Bon, je vais vous donner un exemple, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a une disposition du code électoral qui parle, par exemple, en affichage. Parce que quand on parle d'élection, on parle de publicité. C'est-à-dire quand les démembrements ont fini de tout mettre en œuvre, il appartient justement au maire, n'est-ce pas, qui assure la police administrative de juger de l'opportunité de l'affichage, par exemple, des fichiers ou tout ce que cela comporte, en tout cas la promotion des partis. Est-ce que vous pensez, de ce point de vue, s'il y a une obédience, ça ne peut pas jouer quelque part, ou bien vous avez des astuces en tant que ministre de l'administration du territoire pour empêcher justement que cela ne soit? Je voudrais bien savoir comment quelqu'un d'autre, qui ne soit pas le maire ou un membre du conseil municipal ou communal, dans sa mairie, l'affichage des listes, ce n'est pas dans la nature. C'est affiché quelque part, excusez-moi, je viens. Oui, d'accord. Donc, la précision des lieux d'affichage dénote ou dépend déjà de l'autorité communale qui est présente. Ça, c'est une réalité. Mais l'affichage, qu'a-t-il comme incidence sur le résultat d'un scrutin? Puisqu'il est libre à chacun des électeurs de venir réclamer « je n'ai pas vu mon nom ». Et tu exiges à ce que tu retrouves ton nom. Donc le ministre pense qu'il n'y a pas de match sur la question. D'accord, monsieur Berete, sur la question, il ne faut pas faire d'amalgame. L'affichage du fichier électoral, on ne peut pas afficher le fichier électoral, ce n'est pas possible. Non, pas le fichier, je parle de la publicité en matière de... Oui, alors, mais il indique simplement les endroits où les affiches sont. Là, il assure la police. À l'intention de tous les partis politiques, sans parti pris. Il dit, bon, à tel endroit, vous pouvez faire des affichages. Tel endroit, vous pouvez faire des affichages. Il ne dit pas tel endroit est affecté au parti X, tel autre endroit. Non, la police administrative lui confère la possibilité en tant que maire. Oui, mais il dit de façon générale, parce qu'il a l'obligation d'être légaliste et de prendre tout le monde sur le même pied d'égalité, de ne pas stigmatiser un parti politique au détriment d'autres. Donc, il donne les espaces de façon équitable. Ça, c'est le premier rôle qui revient au maire. Ensuite, l'organisation de la campagne. Pour ne pas que l'anarchie s'installe dans sa localité, vous savez, les partis politiques programment la même activité au même endroit et au même moment. Naturellement, ils vont arriver aux mains. Il va y avoir... Ça va dégénérer, absolument. Donc, pour éviter que cela arrive, de tels cas arrivent, le maire, objectivement, a la latitude de programmer, de voir qui a formulé la demande le premier, et donc de l'autoriser et de décaler l'événement. Ça veut dire donc qu'il peut participer. Il arbitre. C'est la loi qui le lui confère. Oui, c'est la loi qui le lui confère, mais en le faisant, il tient compte du premier venu.
il tient compte de la règle du respect. Il tient compte ou il devait tenir compte? Il doit tenir compte du respect de la règle du premier venu et de la programmation effective des événements tels que prévus par les différents partis. Quitte à lui de décaler. Il peut décaler pour telle partie aujourd'hui, et si le même phénomène arrivait demain, celui pour qui il a décalé aujourd'hui, il le maintient, il décale pour celui qui a été bénéficiaire l'autre fois. Voilà comment il doit absolument... C'est tout ce Donc, au niveau du RPG, vous estimez qu'il n'y a pas d'incidence, n'est-ce pas, de ces délégations spéciales sur le processus? Ce sont les deux choses. Prenez le code électoral, allez-y voir si les maires et les délégations, les conseils communaux et les délégations spéciales ont d'autres attributions en matière électorale. Tous les documents et tous les matériaux relatifs à l'organisation des élections sont directement gérés par les démembrements de la CENI, où sont représentés à part égale l'opposition et la mouvance présidentielle. Bien. Honorable Je dois souligner d'abord, vous avez deux personnes contre une personne par rapport je vous arrête. Non, je vais vous préciser. Parce que si se transforme en ministre de l'administration, je vais préciser. Voilà. Je voudrais préciser parce que je sais qu'on m'a interpellé sur la question quand j'ai reçu ici le représentant, le porte-parole de la mouvance, celui de l'opposition et le ministre de la Communication. Moi, j'ai estimé, en mettant en architecture aussi mon émission, je me suis dit qu'il y a, n'est-ce pas, des partis opposés. Il y a la mouvance présidentielle, il y a l'opposition, il y a le gouvernement. Et même en matière d'accord, de dialogue, ce sont ces partis qui signent. Donc si on mettait en place en opposition simplement les partis de la mouvance et de l'opposition, il allait avoir un manquant que vous ne pouvez pas compenser, c'est le gouvernement. C'est pourquoi je tenais justement... Merci, vous m'avez donné la parole. Je crois qu'il y a un petit temps que j'ai par rapport à cette situation. Je dois revenir sur trois problèmes. Premièrement, quand j'entends le ministre de l'administration du territoire dire qu'il n'y a que 8 communes ou 10 communes qui sont concernées, je vous dis qu'il y a 28 communes concernées. D'abord, je veux rappeler que quand on parle de 343 communes, c'est une aberration qui sont 42 communes. Au moment où les communes-là ont été installées, ce n'étaient pas des communes, c'était des CRD, des communautés rurales de développement. Mais qui sont devenues maintenant. Permettez-moi, c'est en 92, avec la loi, la nouvelle constitution, qu'on a parlé de communes. Et à partir de là, toute la configuration et les dispositions liées à une CRD changent de facto au niveau de la commune rurale de développement. Mais actuellement, ce sont des communes. Permettez-moi, laissez-moi. Non, la CRD, c'était communauté rurale de développement. Attendez, maintenant je vais revenir. Nous avons changé, on est en commune. Comme brandissent qu'il n'y a que 28 communes sur 342. Il n'y en avait pas que 342. Qui sont concernés par les délégations spéciales, si j'ai compris. Laissez-moi finir. Qui sont concernés par les délégations spéciales. Laissez-moi finir. C'est une explication pour la population guinéenne qu'il faut bien. Allez-y. La communauté rurale de développement, il n'y avait que 303. Ce n'était pas 342. C'est devenu 342 en 2012. Parce que, à partir de 2012. Parce que l'État actuel a jugé une autre répartition du territoire guinéen. Moi, je ne dis pas ça. Le problème, c'est où? Voilà. La deuxième... Nous parlons de la réalité actuelle. Non. Le problème, c'est où? C'est qu'on m'a dit tout de suite que les conseils, les délégations spéciales, il y a l'opposition à la moi. Je m'inscris en faux. Il n'y a aucun représentant de l'opposition dans ces délégations spéciales. Et ensuite, à l'intérieur du pays, là, on parle de communes rurales aujourd'hui. Il n'y a aucun représentant de l'opposition dans ces communes rurales. Est-ce que vos représentants qui existaient ont muté? On a été enlevés et les derniers, c'est à Gekedou, Koundembadou, on vient de le faire, le préfet, tous ceux qui n'ont pas prêté allégeance au RPG ont été purement et simplement enlevés de leurs responsabilités. Les derniers conseillers communautaires que nous avions, dans Gekedou, à l'UFR, ont été purement et simplement changés au profit des représentants du RPG. Ça, je passe cette question. La deuxième chose, c'est quand le monsieur Beretier me parle de la CENI. La CENI, c'est une structure technique indépendante. La CENI n'a pas le pouvoir de fixer une date des élections. Les dates des élections sont fixées par la Constitution ou par les lois de la République, le code électoral notamment. Il doit tout faire, s'inscrire dans la logique de faire tout pour que les élections se tiennent à temps. Hormis cela, cette CENI même n'a pas droit de vie, n'a pas droit d'existence en ce moment. Parce que son rôle,
c'est de faire en sorte que les élections se tiennent à temps. La troisième chose que je dois dire, c'est parlant de ces manifestations pour nous amener aux élections législatives. Vous n'allez pas oublier que les élections présidentielles de 2010, le fichier et l'opérateur qui a amené le président de la République à être élu président de la République a été changé unilatéralement par le président de la République, notamment Sagem. C'est à cause de cet opérateur que nous avons commencé à organiser des manifestations, parce que la CENI n'organise pas les élections en dehors des acteurs politiques. La CENI doit organiser les élections avec les acteurs politiques. Donc pour toute décision importante, maintenant la vie, c'est-à-dire liée aux activités des élections, aux partis politiques, il est important et fondamental que la CENI appelle les acteurs politiques pour en débattre et trouver une solution. En ce moment, son indépendance, c'est par rapport à l'organisation technique des élections. Permettez-moi. Son indépendance n'est pas de dire que je n'ai pas besoin des partis politiques pour organiser. Mais il organise les élections pour eux. J'ai été au Ghana, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai vu comment ça se fait. Même pour changer la dimension des cartes électeurs, la CENI appelle tous les partis politiques pour dire que voici comment nous pensons faire les cartes électeurs. Quel est votre avis? Parce qu'ils sont concernés par l'élection. Voilà les problèmes qu'il faut sur cette question, je suis vraiment regret de dire à M. Sékou Yaya que la CENI est une institution indépendante qui comporte les représentants des deux tendances politiques. Et qui ne viole pas la loi. Attendez, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Attendez, qui comporte paritairement les représentants des deux tendances politiques, les représentants de l'administration et les représentants de la société civile. Donc la CENI prend... C'est-à-dire qu'il faut que nous acceptions une chose. On a accepté d'envoyer des représentants. C'est la loi qui dispose que les tendances politiques y envoient des représentants. Mais une fois au sein de la CENI, ils ne dépendent plus des structures auxquelles ils appartenaient autrefois. Donc les structures qui leur avaient... Attendez. Oui, absolument. Ils sont avec vous. À la présidence. Attendez. Donc le lien est complètement coupé. La CENI ne travaille qu'en dans le respect de la loi, le code. Il l'a dit, la loi ne dit pas, c'est à telle date l'élection communale, les élections communales vont avoir lieu, l'élection présidentielle va avoir lieu, etc. Mais les mandats, on tient compte toujours de l'échéance des mandats pour programmer une date de tenue d'une élection. Pour les communes, le mandat a été échu avant même l'avènement du professeur Alpha. Donc, on ne peut pas imputer ça ni au gouvernement ni à la CENI. Maintenant, attendez, la CENI avait fait une première programmation. La CENI avait fait une première programmation pour l'organisation des élections communales. Ça n'a pas pu tenir. Mais elle a fait une deuxième programmation tout récemment en déroulant un chronogramme qui prévoit une date pour l'élection présidentielle et une période pour les élections communales, les élections locales. C'est-à-dire celle-là devant venir après l'élection présidentielle. Je voulais signaler ici qu'aucune loi n'établit un ordre de priorité, un ordre de préséance entre les différentes élections. Donc, tout est commandé par l'avènement de l'échéance du mandat dont sont investis les titulaires des postes qui sont à renouveler. Donc, si je comprends, oui. Je comprends qu'il y a une crise. On ne va pas peut-être nous éterniser à justement redimensionner cette crise. Oui. Maintenant, par rapport à la situation de blocage que nous connaissons, est-ce qu'il y a quand même quelques artifices possibles pour ramener, n'est-ce pas, les acteurs, les protagonistes sur la table et enlever le pays justement de cette situation de léthargie que nous connaissons, d'essayer de restaurer la quiétude par rapport aux populations qui justement, elles sont inquiètes. Oui. Est-ce qu'il y a une démarche à cet effet, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Et avant que je ne réponde à votre question, oui, allez-y. Je voudrais très respectueusement rappeler à l'honorable Barry que lorsque nous parlons de communes en Guinée, qu'elles soient urbaines ou rurales, il ne faudrait pas qu'il focalise son attention sur seulement celles qui sont d'obédience de la mouvance. Les communes de Nabé, les communes de Melouma, les communes de Mamou, il ne va pas dire qu'il n'est pas présent. Il ne va pas le dire. Non, je ne suis pas présent. Donc bon, si vous n'êtes pas présent, l'opposition y est de toute façon. D'accord. Si l'UFR n'est pas présent, mais l'opposition y est. D'accord. La commune de Bossou, ce n'est pas la mouvance, c'est le parti de l'honorable Jean-Marie Doré que je respecte beaucoup. Donc, on ne peut pas être partout à la fois.
on ne peut pas être partout à la fois. Première précision. Et ensuite, quand il me dit que le nombre des communes était de 303 et qu'aujourd'hui il ne l'est pas, mais c'est clair qu'il revient sous la coupe du ministère de l'administration du territoire avalisé par l'Assemblée nationale. Le découpage territorial n'est pas une obligation dans une nation. Il faut que l'on soit d'accord. Non, je ne suis pas contre. Voilà. Merci. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je suis donc vraiment satisfait. Par rapport à la situation, je reviens à votre question, M. Djibril, M. Diallo. Par rapport à la situation, je préfère me répéter 10 fois que de dire 10 choses différentes. Il y a une crise, vous l'avez dit, c'est admis par le commun des Guinéens, c'est indéniable. Et il faut avoir le courage de le voir en face comme tel. Mais je l'ai dit pour commencer, il n'y a que le dialogue qui nous amène en tant que Guinéens, en tant que patriotes, tous fils et filles de ce pays. Il n'y a que le dialogue qui nous permette de franchir ce cap. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, mais le sursaut national pour l'intérêt national doit encore une fois prévaloir sur la passion, que l'on fasse valoir la raison. Alors moi, crise, oui, il y en a, mais impossibilité de surmonter la crise, j'ai dit non, parce que j'ai confiance à la vertu en Guinée. Bien, alors vous gérez de ce point de vue, en dehors des maires, n'est-ce pas, et des délégations spéciales, il y a aussi les préfets. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à même de nous dire que justement vous avez la même mise sur ce pool également politico-administratif? Un ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est pour gérer le personnel de l'administration. Et ne l'oublions pas, le préfet dans sa préfecture, il est le représentant du chef de l'État. Le sous-préfet dans sa sous-préfecture est le représentant du chef de l'État. C'est la déconcentration. C'est la déconcentration et la décentralisation. Mais le préfet n'est pas le préfet d'une frange de la population. Le préfet est le préfet de la population guinéenne dans sa juridiction. Le sous-préfet, il en est de même. Monsieur le maire, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains, c'est cette même, ce même partage d'attribution qui leur revient. Alors dans ces conditions, oui, pour répondre à votre question, le ministère de l'administration du territoire contrôle effectivement ses préfets, ses sous-préfets. Et il arrive parfois, monsieur le ministre, qu'on voit soit le gouverneur, n'est-ce pas, ou alors le préfet, avoir un foulard d'un parti politique. Est-ce que cela ne détient pas un peu sur l'autorité de l'État? Mais à propos, puisque les vieilles habitudes ont la peau dure, cela ne date pas d'aujourd'hui que les gens portent des foulards quand il y a des cérémonies. Il est déjà suffisant. Les Guinéens connaissent la rigueur. Est-ce que ça veut dire que cette rigueur va... Absolument, absolument. Et je ne vais pas vous étaler ici, vous dérouler ici tout ce que nous avons déjà eu à mettre en branle par rapport aux dispositions de respect de la légalité et du sens de la responsabilité pour les administrateurs territoriaux. D'accord. Honorable, est-ce qu'il y a justement aujourd'hui quelques artifices possibles pour décrisper la situation et ramener le pays justement dans une situation normale pour qu'on évite justement ces bras de fer dans les milieux publics un peu partout, qu'on renvoie ça soit au niveau de l'Assemblée ou pas au niveau des débats comme on le fait actuellement? L'organisation des élections communales. Parce que je vous dis quelque chose de fondamental aujourd'hui. Ça nous amène tout de suite au dialogue. Je vous disais tantôt qu'on n'en a même pas besoin de dialogue en Guinée. Il suffit de respecter les règles et les principes qui érigent l'État guinéen, qui forment l'État notre nation. Quand Mme Soberete dit qu'il n'y a pas une disposition légale qui dit que les législatives... Mais il reconnaît qu'il y a une disposition qui dit que quand un mandat est échu, ce mandat doit être renouvelé. Et s'il reconnaît cela, de facto, une élection communale, son mandat est fini, une élection doit être... Parce que je vais vous dire quelque chose. Dans un État normal, quand ton mandat est fini, tu n'as même pas l'autorisation de signer un acte au niveau de ta commune ou au niveau de ton quartier. Parce que ça reste un acte nul et de nul effet dans les contrôles. Parce que ton mandat que le peuple t'a donné est arrivé à échéance. Donc si nous voulons respecter l'État, nous devons respecter le cycle des élections en République de Guinée. Je vais arriver à une question que M. Berete a dit ici, que ce n'est pas de la faute du peuple. Je vous rappelle que le président de la République a décidé lui seul d'être candidat pour être président de la République.
Il est devenu président de la République. S'il est devenu président de la République, il doit respecter et faire respecter la Constitution et les lois qui érigent la République. Ça veut dire quoi? Que les élections communales sont finies. Il est du devoir du président de faire en sorte que les élections s'organisent. J'entends parler que la CENI est totalement libre de faire ça. Qui donne l'argent? Qui est l'argentier du pays? Qui débourse les moyens de l'État? C'est l'exécutif. On ne peut pas le nier. Même nous, à l'Assemblée, là-bas, il est là-bas. Pour obtenir notre budget, c'est des complications. C'est le lieu d'ailleurs de rappeler. Il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et arbora le truc du parti politique. Je vais l'amener à Paris pour montrer que l'administration parlementaire ne doit pas être politique. Donc ça, c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Je vais dire que les élections doivent se tenir à échéance. Et nous avons fait des démarches de bonne foi pour nous amener à un dialogue, pour qu'on signe des accords. Ils ont refusé de signer les conclusions de ces accords. Nous sentons la mauvaise foi de l'exécutif et de ceux qui sont autour d'eux pour organiser des élections locales. Le président de la République, il est unique, il est seul. Les populations de la base ont besoin d'un représentant légitime qui peut gérer leurs problèmes de la localité. On en a besoin. Oui. Par rapport à ces élections communales, je vais rappeler deux faits majeurs que les gens ont toujours occultés quant à la programmation de ces échéances-là. Ce n'est pas la CENI toute seule, en tant qu'institution habilitée à organiser des élections sur l'ensemble du territoire, qui doit prendre l'initiative en matière d'élections locales. Les élections locales, les partis politiques ne sont pas consultés de toutes les façons. On les appelle, on les informe. Nulle part dans la loi, il n'est dit qu'on doit prendre avis des partis politiques pour organiser telle action, telle activité concernant la mise en œuvre des règles régissant l'élection. Pas du tout. Donc, la CENI doit prendre toutes les initiatives telles que la loi la lui impose. Elle prend les initiatives et elle en informe les partis politiques. Ils ont droit à l'information. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas impliqués. Leur avis ne compte pas quant à la détermination de telle période ou telle échéance. La CENI a programmé ces élections communales préalablement, mais en ne tenant pas compte de deux grandes dimensions qui ne valent pas quant aux élections nationales. Aux élections locales, le nombre de conseillers est proportionnel, et ça c'est le code qui le dit, il est proportionnel au nombre d'habitants de la localité concernée. C'est ça la loi, parce qu'ils disent qu'il faut appliquer la loi dans toute sa lettre, dans toute sa rigueur. Alors appliquons la loi dans toute sa rigueur. En appliquant le code des collectivités locales, il faut impérativement déterminer le nombre d'habitants par localité concernée et conséquemment déterminer pour chaque localité concernée le nombre de conseillers auxquels il a droit. Cette localité a droit. Ça suppose quoi? Ça suppose que l'on fasse le recensement général de la population de la République de Guinée. Attendez, l'opposition n'a pas validé, l'opposition a contesté. Déjà, les résultats ne sont pas validés, l'opposition est montée au créneau pour contester absolument les données de ces statistiques-là. Donc, ça c'est vraiment un problème entier. Donc, sur quelles statistiques allons-nous déterminer le nombre d'habitants par localité et conséquemment déterminer le nombre de conseillers auxquels chaque localité a droit? Ça, c'est le préalable pour aller aux élections communales. Les conseils ont une composition qui a évolué. Le nombre de conseillers qui valait il y a 10 ans ne vaut plus parce que la population a accru en 10 années. Donc tous les conseils doivent être remaniés quant au nombre de conseillers dont ils doivent comporter. Première dimension. Alors, avec quelles statistiques on va y aller? Il faut reprendre, il faut valider les résultats des statistiques qui ont été élaborées récemment par le ministère du Plan. Première dimension. Et si c'est le cas, on doit mettre la CENI, le ministère de l'administration du territoire et le ministère du Plan ensemble pour faire ce travail. Donc valider. Attendez, j'arrive. Ça, c'est des arguments techniques. Ça n'a rien de politique, ça, M. Barry. Valider d'abord les résultats de ces recensements. Une fois qu'ils sont validés, maintenant mettre les deux ministères en rapport pour déterminer le nombre de conseillers par commune, les 300 et quelques, les 342. Chaque collectivité regroupant un nombre de populations qui lui est propre. Donc on détermine. Ça, c'est la première chose à faire. Combien de temps avons-nous pour le faire? Première chose. Ça n'incombe pas au président de la République. Ce n'est pas son problème, ça. Le deuxième problème, c'est celui de la gestion, de la validation, de la recevabilité et de la validation des candidatures en milieu local, ainsi que du contentieux électoral. Ces questions-là ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ces questions relèvent de la compétence des juridictions de premier degré. Vous connaissez aujourd'hui la problématique des juridictions de premier degré. Quant à leur composition, quand vous allez à Denguiraï, vous allez à Dabola, vous allez à la justice de paix, vous avez combien de magistrats?
à peine un, s'il en est spécialiste encore, est-ce que ce seul magistrat-là peut faire tout le travail de collecte des candidatures, d'examen de ces candidatures, de l'examen et de l'établissement d'un arrêt de validation, etc. Donc, attendez, j'en viens. Je suis dans des domaines techniques là, M. Barry. Je suis dans le domaine technique. Attendez. Donc, ce magistrat-là, ce seul juge de paix qui a une centaine de candidatures à examiner, comment peut-il s'en sortir? Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment un autre travail de fond à faire. Je crois que le ministère de la Justice a déjà commencé parce qu'il a senti la nécessité de réaménager complètement les juridictions de premier degré en les érigeant tous en tribunaux de première instance. Maintenant, ces arguments techniques... Attendez, je n'ai pas fini. Donc, le contentieux électoral, et c'est ce juge de paix-là qui va, il y en aura naturellement, il va y en avoir à flot. Et c'est ce juge de paix qui aura la capacité de les dénuer. Il n'en a pas la connaissance de toutes les façons. Il n'est pas formé pour ça. Donc, on a besoin d'étoffer le personnel judiciaire et à le former. Voilà. Donc, si pour 20 ans pour ça, à vous entendre, même en mars, ce n'est pas prévisible. Non, à vous entendre, et la mouvance et l'opposition, voilà, on a l'impression que vous appelez tous, justement, les Guinéens à faire prévaloir la loi. Mais alors, pourquoi ne pas vous retrouver, n'est-ce pas, autour d'une table, mettre sur la même table, n'est-ce pas, les dispositions légales et essayer de voir leur applicabilité possible que d'être sur le terrain, justement, avec... Alors, maintenant, je reviens à vous. Une seule seconde avant de venir. Une seule question, justement, avant de venir vers le ministre. Mais pourquoi vous n'avez pas autre moyen, justement, que la rue pour essayer, justement, de trouver les solutions? Évidemment, on a épuisé, évidemment qu'on a épuisé les moyens que nous avons. Nous avons réécrit pour qu'on débatte sur ces questions. On n'a jamais eu de réponse à temps. On nous dit tantôt que le ministre de la Justice est en voyage, alors que l'administration fonctionne, ce n'est pas une personne, c'est une administration. Mais nous sommes dans la mondialisation, en dehors justement des juridictions nationales, il y a quand même un cadre international juridictionnel que vous pouvez saisir. Il faut reconnaître que moi je vais vraiment parler de ce que mon frère avance comme argument. Non, si nous descendons dans ça, écoutez, je vais dire que pendant 30 ans, on ne va pas avoir des d'accord, en attendant, moi, ma question, la question que j'ai posée, nous sommes justement en train de trouver les voies et moyens pour une sortie de crise. Une élection communale est fondamentale. On trouvera les moyens. Ou bien, à défaut de ces élections communales, qu'il y ait une redistribution paritaire de ces délégations spéciales à la base. Que les représentants... Là, souvent, vous éloignez de la loi. Non, ils ne sont pas. Ils sont des délégations spéciales déjà. Ils sont loin de la loi. Parce que je veux dire que quand le ministre nous dit qu'ils ont suivi la procédure normale pour être à la délégation spéciale, non. C'est une juridiction qui juge et condamne s'il y a des défaillances. On sent qu'il y a des problèmes d'économie. Monsieur Barry, on a quitté ce débat. Je veux dire que la seule méthode, et qui nous pourra peut-être, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'ensemble des partis politiques, que la répartition des délégations spéciales soit équitable au sein du pays, et que nous ayons nos représentants dans ces communes rurales et des communes urbaines. En ce moment, nous savons que nous avons au moins un représentant. Oui, mais ces questions vont être discutées autour d'une table. J'ai dit, à défaut. Mais non, on ne peut pas aller au débat. Nous avons fait des poireautés, vous avez fait poireauter sur des débats ici, interminables, pour aboutir à des conclusions. Vous avez amené un facilitateur. Je ne sais même pas si le ministre de l'Éducation, de la fonction publique, des réformes, permettez-moi, étant un porte-parole que je respecte, je pense qu'il a bien étudié, ça ne m'étonne pas, et qui se permet de nous dire que le facilitateur qu'ils ont envoyé ne parle pas au nom de... Où est la délégation du président? Bon, d'accord, je reviens au ministre. Monsieur le ministre... Au nom du président de la République. Ici, il parle au nom du président. Il est ministre de l'administration. Mais il représente entièrement le président de la République. Il parle au nom du gouvernement. Je l'ai invité à... D'accord, monsieur le ministre... Monsieur Dubril, merci pour avoir organisé cette table ronde. Il faut qu'on dépassionne le débat. Monsieur Honorable Barry, tout de suite il a dit, quand un maire est arrivé à la fin de son mandat, il ne doit plus rien signer. Normalement. Il l'a dit, nous l'avons tous écouté. De deux mots, choisissons le moindre. En fin d'année 2015, le mandat du président actuel sera à échéance. Il y a déjà 10 ans,
il y a 10 ans que les mandats de nos maires sont arrivés à échéance, la Guinée continue à être la Guinée. S'il vous plaît. 5 ans. D'accord. Voilà. 2005-2015, ça fait... Non, allez-y, monsieur le ministre. Non, laissez-le terminer. Alors, maintenant, faut-il avoir un président de la République auquel on ne reconnaît plus rien, ni sa signature, parce que déjà il a dit pour le maire, il ne faut plus reconnaître, puisque le mandat est arrivé à échéance. Faut-il avoir un président de la République? Ça maintenant c'est le monde entier, c'est la planète Terre qu'on n'écoute plus. Alors, il y a l'incompressibilité du mandat d'un chef d'État. Il faudrait bien qu'on en tienne compte, l'incompressibilité. On ne peut pas dire, on va avoir nos représentants dans les délégations spéciales pour qu'on aille aux élections du président de la République. Je crois que c'est un sujet de débat, comme vous l'avez dit, qui peut être placé là, mais faisons en sorte qu'on ait un président de la République légalement élu. Il ne s'agit pas de dire c'est monsieur le président actuel ou c'est monsieur Sylla. Je le dis au passage, j'ai rendu une visite de courtoisie à monsieur Sylla. C'est nous qui arrivons. Donc je suis arrivé, j'ai rendu une visite de courtoisie à son leader et à son siège. C'est pour vous dire que nous pensons qu'on peut aller, n'est-ce pas, du démembrement des mots qui pèsent sur le peuple de Guinée. Allons des plus simples aux plus compliqués. Le plus compliqué, c'est le chef de l'État. Attention, ne l'oublions pas. Parce que ça, ce n'est plus seulement à l'intérieur de la Guinée. Ok. Maintenant, je pense qu'on est pris par le temps. On n'a pas pu éplucher justement toutes les questions. Je crois devoir recevoir le ministre de l'administration du territoire sûrement la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec lui. Mais avant qu'on ne se quitte, justement, je voulais avoir un mot de la fin, justement, honorable, justement, par rapport à la cohésion sociale, par rapport, n'est-ce pas, à la promotion de la paix dans le pays. J'ai dit les questions d'élection. Moi, je vais parler toujours de ça. Non, on en a fini, justement, c'est votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de demander au peuple de Guinée de regarder le débat. On peut tirer l'essentiel de tout ça pour savoir la bonne foi de ce que nous faisons dans notre pays pour amener le pays vers la prospérité. Ce que je demande au peuple de Guinée, c'est de voir la volonté que l'opposition a de participer au débat sans pour autant faire en sorte qu'il y ait des problèmes dans ce pays. Ce n'est pas notre souhait. C'est de voir comment nous pouvons amener le pays à améliorer sa gouvernance. Voilà notre rôle dans ce pays. Merci. Voilà. Je voudrais dire d'abord au peuple de Guinée d'être serein et de considérer que, contrairement à ce qu'on dit, les communes et les conseils communaux et les délégations spéciales n'ont aucune incidence du tout, aucune alors sur le déroulement du processus électoral. La CENI et ses démembrements gèrent absolument l'ensemble de ces questions, démembrements au sein desquels d'ailleurs les représentants des partis politiques de l'opposition siègent. La deuxième chose, je veux vraiment inviter l'opposition... L'appel à la paix, le dernier mot. Oui, l'appel à la paix. Je voudrais appeler l'opposition à revenir autour de la table et à reconsidérer sa position par rapport à l'organisation initiale de ces élections communales, en considérant les deux problèmes de fond que je viens de poser, le problème vraiment de la compétence des juridictions de base en matière de cette question, et puis le problème de la détermination du nombre de conseils par commune. Monsieur le ministre, vous avez justement le dernier mot. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux. J'ai un messager qui est à 1 cm de moi et je vais le charger de mission maintenant. Gentiment. Parce qu'il me plaît de vous signifier ici que son Excellence, Monsieur le ministre d'État à la Justice, qui a dirigé le dialogue jusque maintenant, a rédigé, il n'y a pas longtemps, à l'intention de Monsieur le chef de file de l'opposition républicaine, donc M. Cellou Dalein Diallo, une lettre d'invitation pour que, et sans a priori, c'est-à-dire venons, l'ordre du jour peut même être élaboration de l'ordre du jour. C'est pour vous dire que toutes les fenêtres sont ouvertes. La même lettre a été adressée à la présidente, à la coordinatrice, n'est-ce pas, du RPG Arc-en-Ciel, Mme Nantou Chéri. Les lettres ont été envoyées. Il espérait, Monsieur le ministre d'État, commencer son travail peut-être à partir de mars, parce qu'il l'avait expressément porté dans sa missive. Et nous pensons, j'insiste là-dessus, que la Guinée ne peut pas trouver son salut dans des affrontements. La Guinée ne peut pas trouver son salut dans la haine entre Guinéens. Notre salut se trouve résolument, on ne cessera jamais de le stigmatiser, dans
la complémentarité entre les Guinéens, dans l'amour du prochain. Alors, je crois... Dans la concorde. Dans la concorde. Je crois qu'il n'y a aucun obstacle qui ne puisse être surplombé. Les Guinéens le peuvent. Ils ont pu, plus fort que ça, en accédant à l'indépendance nationale du 2 octobre 1958. L'épreuve était plus grave, mais nous sommes parvenus. Aujourd'hui encore, on le peut. Alors, je charge mon frère. Je ne vais pas rater cette occasion. C'est un chassé croisé bien réussi pour moi ce matin. Pour lui dire, pour le charger de transmettre mon message. Il est de son frère ici et tout de suite j'ai regretté quand il a dit mais vous êtes deux contre moi seul, non? Alors peut-être que je vais dire que nous sommes deux contre celui-ci. Qu'il veuille bien être mon interprète auprès du chef de file de l'opposition, auprès de mon frère Sidia, auquel j'ai rendu une visite de courtoisie, pour qu'ils acceptent, pour le salut du peuple de Guinée, de venir à la table. C'est-à-dire toutes les fenêtres sont ouvertes comme je l'ai dit, on peut toujours négocier. Voilà, voilà, amis téléspectateurs, vous avez compris justement que toute démocratie dialogue. En tout cas, ça a été le leitmotiv de cette émission Justice et démocratie avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'honorable député de l'UFR, n'est-ce pas, M. Béreté, n'est-ce pas, du RPG. Nous avons essayé de cerner les contours, c'était le leitmotiv de cette émission Justice et démocratie avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'honorable député de l'UFR, n'est-ce pas, M. Béreté, n'est-ce pas, du RPG. Nous avons essayé de cerner les contours justement de la problématique des élections politiques à République de Guinée. Nous sommes revenus sur la crise qui secoue le pays avec à la clé justement cette question des maires ou alors des délégations spéciales. Ensuite le chronogramme justement de la discorde. Ensuite l'appel à la paix et à la promotion justement de la gouvernance pour que vive le droit et l'état de droit dans notre pays, la République de Guinée. Je pense, amis téléspectateurs, que vous avez été particulièrement bien servis. Cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.